te dis, ah ouais, bah alors dans ce cas, Broly peut devenir canon. Et j'ai envie de te dire oui, dans l'absolu, Broly peut encore devenir canon, apparaître dans Dragon Ball Super ou truc comme ça. A priori, dans l'absolu de l'infinité des possibilités de l'univers, c'est possible. Mais si jamais ça arrive, il faut bien que tu te rentres un truc dans le crâne. Ce ne sera pas le même Broly. Oh, le délicieux nectar de la victoire. Un petit peu de sel de rageux dedans. Ah, c'est exquis. Ah, je savoure. Le problème avec les œuvres populaires de la pop culture, c'est justement qu'elles sont trop populaires. Populaires dans le sens où elles rapportent. Il serait alors idiot d'abandonner la poule aux œufs d'or aussi facilement. Qu'importe l'accord ou non de l'auteur, c'est pas grave, il y en a d'autres qui veulent travailler. Pourquoi se contenter d'une seule œuvre alors qu'on peut la décliner à l'infini? Pourquoi la laisser dormir alors que les gens en redemandent? Pourquoi se priver d'une si belle opportunité? C'est ainsi qu'on a vu se décliner à l'infini des licences connues qui finirent par envahir de nouveaux supports. Dragon Ball, Star Wars, Naruto, Alien, Evangelion, Game of Thrones ou Marvel. Il y en a pour tous et pour tous les goûts. Le problème, c'est qu'à force de multiplier les spin-offs, les hors-séries, les one-shots et autres produits dérivés, on a du mal à s'y retrouver. Surtout du point de vue de la cohérence. Car parfois, les œuvres sont tellement nombreuses et diverses, les auteurs si différents et les univers si denses, qu'il devient difficile de ne pas laisser quelques incohérences par rapport à l'œuvre d'origine. Le problème, c'est qu'une œuvre n'est alors plus une œuvre, mais un morceau de quelque chose d'autre. La fameuse cohérence que tout le monde réclame est mise à mal. Car si on regarde bien, on a l'impression que c'est ce que tout le monde demande, de la cohérence. Au point où celle-ci est devenue l'un des principaux critères de jugement esthétique dans la pop culture. Et quand on regarde les différentes chaînes YouTube consacrées à la pop culture, on se retrouve avec la sempiternelle litanie « c'est pas cohérent » ou l'éternel débat « c'est canon ou pas canon ». Une œuvre n'est plus jugée pour elle-même, mais selon son degré de respect d'un univers. Bonjour History Teacher. Question essentielle pour notre podcast. Est-ce que Broly est canon? Non mais tu te Dans ce troisième épisode de Professeur Dramax, History Teacher et moi-même, Professeur Majax, allons nous interroger sur ce problème du canon et de la cohérence, ainsi que la place qu'il prend sur les internets. L'occasion pour nous de tacler la concurrence, car on est dans un épisode de Professeur Dramax et on n'est pas là pour trier les lentilles. Pour commencer, History, peux-tu nous expliquer d'où vient ce terme canon? Alors du coup, pour commencer, bonjour à tous et bonjour professeur Majax. Le terme de canon, ce qu'on oublie un peu trop souvent, il est revenu il y a peu enfin on va dire il y a 2 ans à peu près dans la question du YouTube Game, sur toutes les questions de culture populaire, essentiellement autour d'un élément que tu évoquais tout à l'heure qui était la question de Broly dans Dragon Ball, parce qu'il y a eu une sorte de clash entre 2 youtubeurs manga célèbres qui sont le chef Otaku et Gaki Parody. En gros, le chef Otaku se targue d'être le premier à avoir remis au goût du jour, en français, le terme de canon. Il a vaguement expliqué ce dont il s'agissait, mais on oublie un petit peu trop souvent effectivement l'origine. Au départ, ce terme de canon, il nous vient de l'église chrétienne catholique au Moyen-Âge, puisqu'en fait, c'est un terme latin médiéval, attention, pas latin antique, latin médiéval, vraiment utilisé par l'église catholique, alors au tout début du Moyen-Âge au départ. La première fois que ça apparaît, c'est aux alentours du 5e siècle, qu'on commence à l'utiliser avec le terme canonisare en latin, donc ce qui a donné littéralement canoniser, et qui par la suite a donné dans la culture chrétienne l'expression le droit canon. Alors au départ, si ce terme il a été fondé, il venait pas de n'importe où, c'est que c'était un détournement de l'expression grecque, là pour le coup grec ancien, grec antique, le verbe qui servait à désigner le fait de l'action de mesurer ou de régler, qui était alors, kanonein en grec,
et donc qui est devenu canonisare en latin chrétien. Et donc au départ, qu'est-ce que c'était canonisare, canoniser? C'était faire rentrer quelqu'un, une personne, dans la liste officielle, dans le registre des saints. D'ailleurs, c'est toujours dans ce sens-là, chez les chrétiens, qu'on l'emploie. Quand on canonise quelqu'un, c'est qu'il devient officiellement un saint pour l'Église chrétienne catholique. Spécifiquement catholique, je précise. Et le terme de droit canon a découlé en fait de ça, pour indiquer en gros toutes les règles officielles de l'Église, et notamment autour des questions d'interprétation. Parce qu'il y avait des questions d'interprétation qui étaient variées par rapport à ce qui était marqué dans la Bible. Même si au départ on n'employait pas le terme de droit canon, on peut en gros considérer que la première forme de droit canon, elle apparaît pendant l'Empire romain, lors du concile de Nicée, quand Constantin, qui est le premier empereur romain qui s'est converti au christianisme, rassemble en fait des représentants de chrétiens de tout l'Empire qui ont des pratiques différentes. Et par exemple, un des grands moments de ce concile de Nicée, c'est qu'ils se sont mis d'accord sur la date, le jour précis pour fêter la fête de Pâques. Parce que jusque-là, tout le monde le fêtait à une date différente. Et donc là, c'est un exemple de droit canon. C'est-à-dire, en fait, l'Église a officialisé une date précise. Et par la suite, eh bien, sur le modèle du concile de Nicée, il y a un certain nombre d'interprétations qui ont été considérées comme admises. Il y a certains éléments qui étaient laissés toujours libre cours à l'interprétation, mais il y avait d'autres qui étaient clairement notés, et tout ça est rentré dans ce qu'on a appelé du coup le droit canon dans l'Église. Et donc l'expression le canon, quand on l'emploie maintenant pour la culture populaire, au départ il vient de là. Et on a tendance à l'oublier un petit peu trop souvent. Le but du canon normalement c'est littéralement d'officialiser les choses, de régler les choses quand il y a des interprétations différentes. Et pourquoi c'est intéressant de reprendre ça quand on pense à l'exemple entre Gaki Parodi et le chef otaku, c'est parce que en fait, il y avait ce problème du personnage de Broly. Les deux youtubeurs en question. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu c'est quoi alors justement, j'allais préciser de ce dont il s'agissait. En fait, ces deux youtubeurs en question avaient comme point commun qu'ils appréciaient ce personnage. Donc le personnage de Broly, c'est par rapport au manga Dragon Ball, vous avez l'histoire qui a été écrite dans le manga, et dans les années 90, la Toei Animation, qui se chargeait depuis les années 80 de l'adaptation du manga en série de dessins animés, avait choisi de faire des sortes de films d'animation, certains qui étaient directement pour la télé, d'autres qui sortaient au cinéma, ce qu'on appelait à l'époque, même si on utilise beaucoup moins ce terme aujourd'hui, mais c'est ce qu'on appelait en France, ça venait d'une expression anglo-saxonne, des OAV, Original Animated Video, puisqu'il y avait une grosse partie qui, en tout cas en Europe et aux États-Unis, sortait directement en vidéo. Et l'idée en fait c'était d'étendre l'univers, de faire des histoires qui seraient un petit peu cool, et en fait de vendre des produits dérivés, soyons très clairs. L'histoire autour de Broly a particulièrement été marquante parce qu'elle présentait un Super Saiyan particulièrement surpuissant. Elle réglait une question laissée un petit peu en suspens, celle du Super Saiyan entre guillemets mythique, parce qu'en gros, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas le principe de Dragon Ball, donc il y a des personnages dans Dragon Ball qui viennent d'une autre planète. Ils appartiennent à la race des Super Saiyans. Des Saiyans. Des Saiyans. Les princes des Saiyans. Et du coup, apparemment, tous les 1000 ans, il y aurait un Saiyan qui aurait la possibilité d'avoir une forme particulière qui se transforme. Et au départ, en fait, quand ça a été évoqué, c'est dans le manga, dans la chronologie classique, c'est évoqué par le personnage de Vegeta, et surtout par Freezer qui craint en fait ce retour du Super Saiyan mythique.
C'est pour ça qu'il avait détruit la planète Vegeta, qui est la planète des Super Saiyans, pour éliminer cette race. Et finalement, il s'avère que c'est le héros de l'histoire, Sangoku, qui se transforme pour la première fois dans un combat contre Freezer en Super Saiyan. Là où ça commence à devenir le bordel, on va dire les choses un peu crûment, mais au moins c'est très clair, c'est que dans l'arc suivant, dans l'esprit d'Akira Toriyama, au départ, il pensait clore son manga sur cet arc-là, le combat contre Freezer, ce qu'on appelle l'arc Namek, parce que ça se passe sur une planète dans l'espace qui s'appelle la planète Namek. Il comptait clore en fait son manga là-dessus. Bon, il a été un peu poussé par les éditeurs la Shueisha à continuer le manga. Il a rajouté donc un arc, l'arc Cyborg, qui se continue en arc Cell. Et au début de ce nouvel arc, on voit apparaître un personnage venu du futur, qui s'appelle Trunks, qui a la capacité lui aussi à se transformer en Super Saiyan. Alors forcément, ça a marqué les lecteurs. En soi, c'était pas forcément contradictoire, parce que s'il vient du futur, rien n'empêche de conserver de la rareté. Mais le problème, c'est que dans une espèce d'engouement et de surenchère, Toriyama a commencé à transformer tous les personnages, les quelques survivants en gros de la planète Saiyan, ou les demi-Saiyans qui étaient nés d'un père Saiyan et d'une mère humaine, tous ont commencé à se transformer. Donc on se retrouvait. Là, c'est le festival. Là. Et après, on a l'Arc-Bout, on a le Saiyan 3. C'est ça. Maintenant, avec Dragon Super, on est sur le Super Saiyan God. Mais à l'époque, c'est vrai qu'on se demandait c'était qui ce Saiyan mythique ou Saiyan légendaire, hein, suivant les traductions. Enfin, c'est surtout qu'en fait, on l'avait oublié, quoi. C'était quasiment acté, à partir du moment de la transformation de Sangoku, que c'était Sangoku. L'objectif, c'était de montrer ça. Et comme ce Saiyan il était censé revenir avec ce Saiyan mythique il était censé revenir avec une certaine régularité, le personnage de Trunks qui venait du futur, c'était pas contradictoire. Mais à partir du moment où vous avez Vegeta qui commence à se transformer aussi, Sangohan qui commence à se transformer aussi, et qu'en gros la moitié des personnages commencent à avoir cette capacité-là, ça n'a plus trop de sens. Et donc, la Toei Animation, qui se chargeait donc de l'adaptation, a vu un créneau et s'est dit, on va s'engouffrer dedans. Puisqu'il y a toujours cette question du Super Saiyan mythique, Super Saiyan légendaire, on va inventer un personnage, Broly, alors qui a été designé par Akira Toriyama, enfin, vaguement en tout cas, il a participé au design, mais c'est pas vraiment lui qui a créé l'histoire du personnage. Et donc, l'idée c'était d'en faire le fameux Super Saiyan légendaire qui poutre un peu tout le monde. Hein. Du coup, ça a forcément marqué ceux qui ont vu ça à l'époque, qui étaient soit enfants, soit adolescents à l'époque. Donc c'était le cas du chef otaku qui était enfant, qui parodie lorsqu'il doit avoir à peu près le même âge. Moi c'était mon cas aussi. Hein. Moi je me rappelle de la VHS de Broly, la première fois que tu vois ça, tu fais mais qu'est-ce que c'est ? C'est ça, moi j'étais déjà au collège à ce moment-là, donc j'étais un poil plus âgé, mais c'est ça, la VHS de Broly a marqué à peu près tout le monde, oui, et pour les plus jeunes qui nous écouteraient, VHS ça veut dire que c'est un peu l'ancêtre du Blu-ray, mais qui marchait sur un magnétoscope avec une cassette, oui, il y avait ça. Et alors, en plus, c'était un des films qui se démarquait un peu parce qu'il avait une qualité un peu supérieure en termes d'animation par rapport aux autres, parce qu'il y avait des OAV qui avaient été vraiment... là aussi je vais être cru, mais c'était fait avec le cul, quoi. Oui, en fait, il y a eu un moment où, notamment pendant l'arc Cyborg et l'arc Cell, où il y avait tellement de succès que la Toei Animation a mis les moyens sur justement ces vidéos et leur animation. Et justement, il y avait aussi la vidéo, l'OAV sur les pirates de l'espace avec Bojack, qui avait aussi bénéficié d'une bonne animation. Mais là, en fait, si vous voulez, il y avait le cumul des éléments. C'est-à-dire, il y avait l'aspect scénaristique, le fait qu'on avait un personnage qui était une armoire à glace avec un design qui claquait, soyons clairs, plus effectivement une bonne animation. Tout ça fait que tout le monde était sur les fesses. Et en plus de ça, un autre élément qui a joué là-dedans, ça a été l'introduction secrète du personnage en jeu vidéo. Puisque, en fait, le personnage de Broly apparaît dans le jeu vidéo sur Super Nintendo Dragon Ball Z 2. Et, en fait,
Dans ce jeu vidéo, c'est un jeu de baston en fait, un jeu de versus, et qui avait marqué parce que on pouvait s'éloigner, les adversaires pouvaient s'éloigner, partir dans le ciel, l'écran se divisait en deux, il était splitté, on pouvait faire des kamehameha, on pouvait contrer la vague déferlante de l'adversaire, c'était extrêmement jouissif en termes de gameplay. Ils avaient réalisé dedans l'arc Cyborg et l'arc Cell, et ils avaient rajouté l'intervention des pirates de l'espace, donc avec Bojack. Et il y avait le personnage de Broly qui était un personnage caché. Et ça a joué dans la hype, c'est-à-dire que dans tous les magazines de consoles de l'époque, moi je m'en souviens, on vous indiquait le code à réaliser pour pouvoir arriver à jouer avec Broly. Et tout le monde s'excitait sur l'écran titre, où on voyait en fait, on voyait en vue subjective Sangoku avec ses bras qui dépassaient à l'avant. En gros, on voyait les bras comme si Sangoku était en train de voler vers un bâtiment qui s'appelle la Tour Karine. On le voit avancer vers là-bas. Et le temps où il est en vol, on peut réaliser le code. Et si on le réalise avant que le titre apparaisse, on entend la voix de Broly en train de faire Kakaroto. C'est-à-dire le nom de Sangoku, le héros, mais son nom Saiyan. Ah, c'était du teasing de l'époque, quoi. C'est ça, mais vraiment pour le coup, mais ça a hypé tous ceux qui ont joué à ce jeu, ont été hypés autour du personnage de Broly, qui était en plus, bah, évidemment, c'est un personnage caché, donc qui était surpuissant. Quand vous le preniez, c'était extrêmement simple de poutrer tous les autres. Et ça, ajouté à l'OAV, vous aviez l'impression d'avoir une espèce de monstre de puissance qu'on battait en plus grâce à une espèce de mini Genki Dama. Alors le Genki Dama, c'est on prend le ki de toutes les créatures environnantes pour faire une espèce de gigantesque boule de puissance qu'on envoie sur l'adversaire. C'est ce qui sert à battre... alors attention, gros spoil, hein, mais c'était il y a 20 ans, donc c'est plus du spoil. C'est ce qui avait servi à battre l'ultime ennemi dans Dragon Ball, qui était Boo. Il est battu par un Genki Dama, et l'autre personnage qui se fait battre de cette manière-là, c'est donc Broly, mini Genki Dama, parce qu'en fait, Sangoku reprend la puissance de tous les autres guerriers qui sont présents. Il lui laisse leur puissance, et là il balance une gigantesque boule de feu qui détruit Broly. En gros, ça le mettait... Alors littéralement, pour le coup, on peut dire que ça le canonisait, dans le sens où ça le sanctifiait. Ça faisait de lui une espèce d'être suprême dans l'univers de Dragon Ball, enfin d'être suprême, de guerrier suprême dans l'univers de Dragon Ball. Et à partir de ce moment-là, bah, tout le monde s'excitait pour savoir est-ce que du coup Broly il rentre dans la continuité, est-ce qu'il n'y est pas, etc., etc. Voilà, et on en arrive au problème, et après on va clore le débat à Broly, parce que finalement, tous les deux, on est sur la position qu'on s'en cogne. On s'en cogne complètement. Totalement. C'est juste que le personnage est sympa, point, voilà, on n'a pas besoin d'aller chercher plus loin. Voilà, et le problème qu'il y a eu, c'est tout le monde s'est demandé où est-ce qu'il entre dans la continuité de l'histoire officielle. C'est-à-dire que normalement, au moment où il apparaît, bah, les personnages ont un certain âge, Sangoku maîtrise certaines techniques, ce qui inclinerait à penser que c'est à cette période-là. Sauf qu'à cette période-là, ça veut dire qu'il s'enchaîne Broly et Cell en moins de 15 jours. Bah, c'est-à-dire que c'est même pire que ça. C'est-à-dire que en fait, il y a l'arc... ils affrontent les cyborgs. Cell absorbe les cyborgs. Il laisse une durée, alors c'est une semaine si je me souviens bien, avant d'organiser une espèce de tournoi contre les êtres les plus puissants de la Terre, qu'on appelait le Cell Game. Et en gros, le seul moment où ça pourrait s'intercaler, c'est cette semaine-là. C'est cette semaine-là. Et alors, ce qui est génial, c'est qu'au tout début de l'OAV, vous voyez l'ensemble des Z-Warriors, c'est-à-dire en gros les personnages principaux, on les surnomme les Z-Warriors, vous les voyez tous ensemble dans un parc en train de pique-niquer et de faire du karaoké. Alors qu'ils ont le Cell Game dans moins d'une semaine et qu'ils sont censés se préparer, s'entraîner à fond. Donc à un moment, il y a une scène où ils se disent bon, on s'en moque, allez, on va aller pique-niquer, c'est sympa. Et après, on va faire un voyage dans l'espace jusqu'à la planète Vegeta, et après, on va se fighter avec Broly et revenir pour affronter Cell. Donc en fait. Du coup, il n'y a plus aucun enjeu s'ils ont battu Broly, Cell, ils peuvent l'exploser, quoi. Oui, voilà. Et que ça peut pas être après Cell, vu que Sangoku, spoil, se sacrifie à la fin. C'est ça. Voilà. Du coup, et c'est vrai que ça a déclenché, justement, ses revenus un moment sur le tapis dans le YouTube Game Manga, on s'est demandé est-ce que Broly est canon ou pas canon. C'est-à-dire, est-ce qu'il fait partie du récit officiel
ou bien est-ce que c'est simplement une invention? Et d'un côté, on a ceux qui tenaient énormément à Broly, qui voulaient absolument qu'il soit canon, et il y a ceux qui reconnaissaient que d'un côté, bah, ils aimaient bien le personnage, mais ça pouvait pas être canon. Et ça a réintroduit déjà le terme de canon, déjà qui s'est repopularisé, Ce même qui sur n'est pas le forcément une mauvaise chose en soi. oui, d'ailleurs, après il s'est repopularisé, il était déjà présent, mais là il s'est vraiment officialisé, on va dire, dans tout ce qui concerne le YouTube Pop Culture. Euh, Après- après, ça a donné des heures et des heures de vidéos de débat que moi, personnellement, je trouve totalement vaines. Moi qui connais bien par exemple l'univers des comics, je sais que dans les années 90, ce terme de canon, on l'utilisait beaucoup dans les comics par rapport aux questions de continuité. Mais c'est vrai qu'on utilisait aussi davantage le terme de continuité. Mais c'était un terme qui existait, qu'on connaissait dans l'univers de la pop culture, qui effectivement est revenu à cette occasion-là. Mais l'autre élément qui est intéressant par rapport à cette question de Broly, c'est la raison pour laquelle il y a eu ce... Pourquoi se poser cette question, est-ce que Broly est canon ou pas? C'est-à-dire qu'à la base, la raison pour laquelle Chef Otaku et Gaki Parody se sont clashés sur YouTube, c'est parce que Gaki Parody s'interrogeait sur la véritable puissance de Broly par rapport au Super Saiyan God. Puisque, comme on le disait tout à l'heure, aujourd'hui on est dans la surenchère, on a des niveaux de puissance. En gros, Super Saiyan God, hein, pour ceux qui ne parleraient pas l'anglais, ça veut dire super guerrier. Alors, Saiyan c'est en japonais, ça veut dire en gros super guerrier, God, Dieu. Donc en gros, un super guerrier de niveau Dieu. Donc autant vous dire que là, Broly, il est complètement à la traîne. Et donc, Gaki Parody a développé l'idée que Broly se retient. Et donc Broly est canon par rapport au niveau de puissance, mais Broly se retient. Et c'est parti, c'était fini. Et en fait, ça pose un des problèmes qui est lié au canon, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Là, il s'agissait plus du tout de savoir qu'est-ce que ça apporte ou pas à l'histoire, qu'est-ce que en elle-même, en quoi la vidéo en elle-même, l'OAV en elle-même était intéressante ou pas, qu'est-ce qu'elle nous montrait en termes d'animation, qu'est-ce qu'elle nous montrait en termes d'histoire. On ne s'intéressait plus à la cohérence interne du manga. Là, c'était des niveaux de puissance. Donc on est parti sur de la surenchère débile à souhait. Alors, est-ce que c'est le moment où on se lâche un peu sur cette question des niveaux de puissance là qui... En fait, parce qu'on a fait une blague, il faut savoir, avant, je disais, bon, on a gagné 30 abonnés en 2 mois, on est super content, quand même à 230. Nos vidéos ont un peu de mal à faire 100 vues, et je me suis dit, quand je vois des vidéos extrêmement médiocres d'un point de vue intellectuel, je parle pas de montage, hein, je parle juste en qualité intellectuelle. En fait, si on voulait faire des vues facilement, il faudrait qu'on fasse les 10 niveaux de puissance dans Dragon Ball, dans Bleach, dans Naruto, et puis voilà. Il y a même les 5 personnages les plus forts de SNK. J'ai vu une vidéo, et alors là, c'est que j'avais pas prévu de le taper tout de suite, la vidéo de Captain Popcorn sur les 50 meilleurs combattants dans Game of Thrones. Ça commence à m'agacer. Et en fait, ça pose des questions de cohérence de l'œuvre, et ça pose des questions de comment on reçoit une œuvre, parce que finalement, cette question de la puissance, est-ce que c'est important pour une œuvre ou pas? Je me pose la question. Surtout que, petit troll, d'ailleurs, pour les fans de Toriyama, en plein milieu de l'arc Namek, reconnaît que c'était une grosse connerie. Et là c'est les Saiyans, là, ils ont des scooters qui permettent de mesurer les niveaux de puissance. Il avait introduit ça au début. Oui, alors pour bien comprendre, pour ceux qui ne connaîtraient pas, les scooters sont des espèces de casques avec une visière, une lunette, c'est une sorte de visière monocle. Et dessus, ça permet de calculer le niveau de puissance de l'adversaire. Sauf qu'à un moment, les niveaux de puissance partent complètement en sucette, et donc tous les scooters finissent par exploser. Et en gros, on dit, bah, la puissance, on s'en fout. Mais vraiment, Toriyama le reconnaît lui-même, la puissance, oui. On s'en bat. Il y a même, je crois, un moment où il y a un méchant qui broie son scooter en disant, mais ça sert à rien cette merde, etc. Du coup, lui-même reconnaissait. Et finalement, quand on regarde bien, c'est pas très intéressant de savoir qui dans Bleach a le Bankai le plus puissant, ou dans Dragon Ball qui a le plus gros niveau de puissance. La question, c'est est-ce que ça raconte une bonne histoire qui est cohérente quand même? Il y a pas longtemps, j'ai même vu un classement des niveaux de puissance
des stands dans Jojo. Là, je pense qu'on atteint le degré extrême. Parce que pour quelqu'un qui aurait lu Jojo, la puissance chez les stands, s'il y a vraiment quelque chose qui n'a aucun sens, puisque vous pouvez avoir certains stands qui sont extrêmement puissants, mais qui peuvent avoir, enfin, dont en fait les actions, la capacité spéciale se retournent contre son porteur. Quel est l'intérêt de calculer des niveaux de puissance? Alors surtout qu'il troll un peu parce que dans le dessin animé, mais je pense que c'est pareil dans le manga, il me semble, il y a des petites fiches de caractéristiques pour voir le niveau du stand sur différents trucs, mais souvent qui ne veut absolument rien dire en fait, et il y a une forme de petit troll, et que les stands sont tellement inventifs qu'en fait ça ne sert à rien en fait. Oui, la réalité de l'intérêt du stand, c'est plus la forme physique qu'il peut prendre et l'intérêt en termes de technique ou d'avantages, ou d'ailleurs des fois d'inconvénients, qu'il procure en combat, ou d'ailleurs pas seulement en combat. C'est surtout en combat qui est utilisé, mais pas seulement. On va éviter de partir sur Jojo parce qu'on pourrait passer Oui. des heures, mais là on en vient au deuxième moment de notre podcast et on voulait en venir. Est-ce que faire du canon et par extension, et tu sais que c'est moi une question qui me touche particulièrement, c'est cette question de la cohérence, est-ce que c'est un critère esthétique suffisant pour juger une œuvre? Parce qu'en fait, finalement, ce que je disais en introduction, c'est que quand je regarde des vidéos YouTube sur qui critiquent des sagas ou des épisodes de sagas, que ce soit en série, que ce soit en film, que ce soit en manga, etc., on a l'impression que la première question que les gens se posent, c'est est-ce que c'est cohérent avec l'ensemble? Et est-ce que finalement, on ne perd pas de vue un peu l'intérêt de l'œuvre en elle-même? Oui, parce que en fait, à vouloir faire trop de cohérence, l'un des problèmes qui peut se poser, alors il faut qu'il y ait un minimum de cohérence. Pourquoi? Parce que c'est ce qui permet d'assurer quelque chose. Alors si vous avez déjà vu les vidéos de Karim Debache, vous aurez déjà entendu l'expression, mais la suspension consentie d'incrédulité. Si vous commencez à poser des choses dans votre univers et que 10 minutes après vous prétendez le contraire, la suspension consentie d'incrédulité, elle disparaît. C'est-à-dire qu'en gros, le lecteur accepte qu'il y ait des choses qui soient extraordinaires dans une œuvre parce que c'est dans un univers qui a une certaine structure et donc il faut de la cohérence à cette échelle-là. En revanche, par exemple sur Game of Thrones, se poser la question de est-ce que c'est normal que finalement, pour traverser la mer, on ait l'impression qu'ils mettent qu'une semaine au lieu de plus de temps que ça? C'est pas le problème en fait. D'abord parce que, surtout quand on regarde juste la série, on n'a véritablement aucune indication précise du temps qui s'écoule. Et donc en fait, peut-être qu'il y a juste eu une ellipse sur le temps de traversée en question. On a l'impression que les personnages font des fois des déplacements qui sont très rapides. Ok, l'intérêt c'est vraiment qu'est-ce que ça nous apporte par rapport à l'histoire. Quel est l'intérêt que tel personnage qui se trouvait à tel endroit se trouve maintenant à tel autre? Il va faire peut-être avancer l'intrigue. Et si on se bloque sur oui mais il s'est déplacé trop rapidement, bah on passe en fait à côté de l'essentiel du propos. Alors ça ne nous empêche pas de le souligner, hein. Je suis le premier à dire que qu'il y a des téléporteurs dans Game of Thrones et notamment Littlefinger qui bénéficiait d'un téléporteur à peu près durant 6 saisons. Voilà. Ou alors on se souvient tous de l'épisode 6 de la saison 7 où ils vont poutrer les marcheurs blancs et qu'il y a Gendry ils ont marché 3 jours et tout d'un coup il arrive à battre le 100 mètres et Daenerys qui arrive. Bon, voilà, c'est des erreurs, on peut le critiquer, il n'y a aucun souci, mais en faire le seul critère d'analyse et de critique d'une œuvre, ça semble quand même vachement limité. Il y a des critiques à faire qui vont être d'ordre esthétique, il y a des critiques qui vont être à faire d'ordre scénaristique, mais pas juste sur des points de cohérence, sur des points d'histoire d'ensemble. Qu'est-ce que ça nous amène que le personnage fasse ceci ou cela? Et puis, à un moment, il faut aussi admettre, quand on se dit que tel personnage a eu un comportement incohérent, il faut aussi admettre que c'est pas parce qu'on est habitué à voir quelqu'un agir d'une certaine manière qu'il ne peut pas, pour différentes raisons, être pris de folie, agir d'une manière différente, ou même d'ailleurs ne pas être pris de folie, le faire totalement consciemment. Il peut y avoir des twists dans le positionnement.
on peut aussi nous avoir menti depuis le début sur le positionnement de quelqu'un. Ou alors avoir fantasmé le positionnement de quelqu'un. Ou avoir fantasmé. Genre Daenerys, par exemple, qui est le plus bel exemple. Et alors, je vais pas encore revenir sur Game of Thrones parce que ça va devenir un running gag. Mais par exemple, je prends l'épisode 3 qui est un objet cinématographique absolument extraordinaire en termes de mise en scène, de mise en place, etc. Finalement, est-ce qu'on en a quelque chose à foutre que ce soit Arya qui se débarrasse? Ah, pardon, les spoils. Bref, est-ce que la fin, est-ce que comment ça se passe? Est-ce que finalement, bon bah on va spoiler, hein, j'ai commencé. Est-ce que Arya qui bute le roi de la nuit, est-ce que c'est grave? Est-ce que ça enlève un intérêt à ce qu'on vient de voir à 7h20 d'épisode qui est au niveau du gouffre de Helm de Peter Jackson? Et puis, il y a un autre problème qui est à ça, c'est-à-dire que des fois aussi, la raison pour laquelle des personnes ne vont pas être d'accord avec la manière dont va se passer une histoire, là en l'occurrence le fait que ce soit Arya qui tue le roi de la nuit, c'est parce que des personnes avaient fantasmé une alternative, une autre fin possible, et ce n'est pas celle-là, ils sont déçus, et donc ils sont juste dans la critique. Je veux dire, moi aussi au départ j'étais déçu, je m'attendais à autre chose. Mais en fait, en revoyant l'épisode, l'épisode est juste génial. Il nous scotche pendant quasiment 1 heure, donc voilà, on va pas bouder notre plaisir sur tout ce qui, je vais y arriver, sur tout ce qui marche bien. On peut dire qu'effectivement, on est déçu pour un point, mais que ça devienne l'élément central juste parce qu'on avait fantasmé une autre fin possible. C'est sans doute exagéré. Mais par rapport à ça, faut carrément consacrer un podcast dessus. Coucou Captain Popcorn. Ton tour viendra. Justement, il y aurait tout un truc à faire sur la notion de théorie sur les internets en ce moment. D'ailleurs, même Martin s'en est plaint en disant, bah maintenant, il y a tellement de... Mais à la limite, c'est intéressant aussi. C'est pas négatif, mais il y a tellement de gens qui se réunissent sur les forums, qui discutent, qui vont scruter, etc., que les mecs, ils arrivent à comprendre, en mettant en scène, en mettant en lien l'intelligence collective, en la faisant bien travailler, bah, les gens, tout le monde avait compris que Rhaegar était le père de Jon Snow, le Nouveau spoil. Le fameux... R plus L égale J. Voilà. Bah ça en fait c'est parce que les fans ils ont tellement creusé et tout, ils ont mis tout en commun que voilà, alors que si tu lis le bouquin comme ça tu t'en doutes pas forcément en fait. Donc ça c'est intéressant. Par contre effectivement projeter des attentes, des fantasmes sur une œuvre et là on arrive à un autre problème, ça fait que l'œuvre va être parfois mal reçue parce qu'elle ne correspond pas à l'œuvre que l'on a fantasmée. Ou alors, et là on retombe sur le vocabulaire religieux, il y a parfois des gardiens du canon, mais d'un certain canon. Les gardiens du temple. Voilà, les fameux gardiens du temple, qui vont s'insurger parce que une œuvre qui devrait entrer dans le canon ne correspond absolument pas au canon que eux considèrent comme le seul et unique, et ce qui fait que parfois il y a des œuvres qui sont complètement rejetées en bloc parce que ce n'est pas comme eux le voudraient. Alors après, il y a deux poids deux mesures. Hein. C'est que d'un côté, par exemple, on a un Ridley Scott qui nous fait un Prometheus, et je ne vais pas m'énerver en parlant de ce film, mais j'essaie de me contenir, qui fait clairement de la merde, mais c'est canon, mais il fait de la merde. Et d'un autre côté, on a on a les derniers Jedi qui est un objet d'analyse absolument extraordinaire d'un point de vue sociologique, parce qu'on a vu deux générations s'affronter, les gardiens du temple d'un côté, et on va dire... les gardiens d'une nouvelle génération, voilà, de l'autre. Où ce n'était pas leur Star Wars, où ce n'était pas du Star Wars pour eux, Luke Skywalker ne devrait pas se comporter comme ça, bref, des attentes qu'ils avaient par rapport à des personnages que eux considèrent comme étant vrais, et le film, pour eux, dit le faux. Et là, du coup, le problème était générationnel. Mais, par rapport à ce que tu disais avec Ridley Scott, on a même la situation inverse. C'est-à-dire des œuvres qui ne sont pas canon, qui sont reconnues comme étant en dehors de la continuité, et là c'est pour ça que j'emploie le terme de continuité à dessein, je pense à des œuvres du comic book, et qui ont tellement marqué qu'elles sont finalement revenues dedans.
Alan Moore, c'est un peu un expert de la question, parce que si on prend ce qu'il avait fait au départ pour Marvel, quand il a commencé pour Marvel, dans leur branche Marvel UK, c'est-à-dire qu'il faisait des comics spécifiquement pour la Grande-Bretagne. Et en fait, ça ne sortait pas de là-bas. C'était des héros anglais qui agissaient en Grande-Bretagne et ça restait très circonscrit. Ça sortait pour le marché britannique. Et en fait, ça a eu tellement de succès que ça s'est exporté aux États-Unis. Ça a eu du succès aussi. C'est rentré dans la continuité. Il a créé comme ça. Enfin, le personnage de Captain Britain existait déjà, mais il a donné un tournant à Captain Britain qui fait que ça a été repris par Chris Claremont, qui à l'époque était l'expert S mutant de l'univers Marvel. Il avait toutes les séries X-Men entre les mains et il a réintégré ce qu'avait fait Alan Moore sur Captain Britain. Il a fait la même chose avec un autre comics qui était Miracleman, pardon, qui finalement des années plus tard est rentré dans la continuité parce que c'est devenu un objet de culte pour certains fans et ça s'est diffusé progressivement alors que ça n'était jamais sorti au départ de la Grande-Bretagne. Ça a été la même chose, puisque là va y avoir le film sur le Joker qui va sortir, ça a été le cas avec The Killing Joke. The Killing Joke a toujours censé se placer en dehors de la continuité. C'est censé être une œuvre de Batman sur Batman écrite par Alan Moore qui est censée être en dehors de l'histoire officielle et donc en dehors du canon. Sauf que The Killing Joke a marqué les lecteurs. Barbara Gordon, dedans, se fait, alors là aussi, spoil, attention, mais bon, normalement ça aussi c'est un peu connu quand on suit les comics. Barbara Gordon, la fille du commissaire Gordon, l'allié de Batman, qui est aussi Batgirl, se fait attaquer par le Joker et il lui casse la colonne vertébrale. Normalement, c'est pas censé arriver dans l'histoire, dans la continuité officielle. Sauf que, quelques temps après, ça a tellement marqué les fans que dans l'histoire officielle, dans le canon, Barbara Gordon s'est retrouvée en chaise roulante et est devenue le personnage de Oracle qui aidait à distance les autres. On pourrait dire la même chose avec Watchmen, qui était carrément dans un autre univers et qui a été réintégré dans la continuité normale de DC Comics. C'est-à-dire que là, pour le coup, Alan Moore, c'est un spécialiste de la question. Il fait des choses qui sont en dehors du canon et systématiquement, l'œuvre est tellement marquante auprès des lecteurs qu'on finit par l'intégrer dans le canon. Donc en réalité, le canon, si vous voulez, c'est un positionnement. Un point sur lequel j'ai peut-être pas assez insisté tout à l'heure, et c'est pour ça que je prenais l'exemple du concile de Nicée, c'est qu'en fait, il faut comprendre les choses comme une construction sociale. Donc une construction collective. Le canon, il n'est pas décidé par une personne. Il n'est pas, en fait, même pas décidé que par l'auteur lui-même. C'est ce qu'en fait la communauté de lecteurs, la communauté de fans, qui décide que des choses sont officielles, des choses ne le sont pas. Parce qu'en soi, normalement, ça devrait se limiter à ce que dit l'auteur. Or, ça sort de ce cadre-là. Et Star Wars, c'est un très bon exemple. J'allais y venir, parce que Star Wars, justement, et c'est le dernier exemple d'univers un peu étendu dont je voulais parler, et en plus, je te connais, du coup, là, si je te lance sur Marvel, on n'en a pas fini. En fait, le problème de Star Wars, c'est que, donc, il y a la trilogie qui sort. Lucas, c'est le premier à se dire on va faire du merchandising, ça va rapporter des sous, et ce qui lui a permis d'être complètement autonome par rapport aux gros studios hollywoodiens, etc. Ah, c'est même le modèle économique qu'il voulait suivre lui-même. C'est lui qui a posé ce modèle-là. Et Lucasfilm, hein, dans cette démarche de créer des produits dérivés, décide de faire un univers étendu Star Wars. Et cet univers étendu Star Wars, il s'est construit sans qu'il y ait trop de contrôle. C'est-à-dire qu'on refilait les histoires à faire à des auteurs, alors que ce soit des livres, des bandes dessinées ou même des jeux vidéo. Il y a un paquet d'histoires qui ont été publiées dans cet univers étendu, avec différentes sensibilités, différentes approches, avec des qualités très diverses aussi. C'est-à-dire que tout le monde te rappellera de l'Étoile de Cristal ou du Sabre Noir qui sont vraiment des merdes littéraires sans nom. Enfin, c'est inintéressant au possible. Et à côté, tu te retrouves avec Hera Salvatore ou avec Timothy Zahn qui écrivent de Sloan dont on a déjà parlé. Voilà, qui écrivent parmi les œuvres les plus marquantes de l'univers étendu.
Il y a eu il y a eu les jeux aussi, du coup il y a eu Jedi Knight qui est carrément entré dans l'univers étendu par des livres, etc. après. Et puis KOTOR aussi. Il y a eu surtout KOTOR en jeu vidéo. Bref, l'univers étendu Star Wars est un espèce de bordel absolument sans nom, avec à boire et à manger, avec des choses qu'on peut totalement délaisser. Et le problème, c'est qu'on se demande, quand on lit, qu'est-ce qui est canon ou pas canon, parce que souvent, il n'y a pas de franche continuité, sauf vers la fin, où dans le fait que des Yuuzhan Vong, ils décident de faire un truc à peu près cohérent et d'aligner à peu près les différents auteurs pour que ça raconte une longue saga avec les mêmes ennemis. Mais sinon, c'était un peu comment dire, c'était un peu un self. C'était un buffet à volonté où tu allais picorer ce que tu avais envie et où tu te posais, moi à mon époque, tu te posais pas la question de c'est canon, c'est pas canon. En fait, il y a eu une explication, là pour le coup, qui n'est pas sociale cette fois, mais qui est économique à cette raison-là. C'est parce qu'effectivement, Lucas a voulu faire des produits dérivés pour pouvoir être totalement autonome et ne pas se faire imposer par les studios ses choix de réalisation. À la base, c'était fait pour ça, les produits dérivés. Et en fait, pour ce qui était par exemple des comic books, il a vendu la licence pour les adaptations en comic books à différentes maisons d'édition successivement. C'est-à-dire que ça a commencé par être Marvel qui a adapté dans les années 80 donc Star Wars en comics, puis dans les années 90 c'est passé dans le giron de Dark Horse, ce qui fait que ce qui était considéré comme canon par Marvel ne l'était pas forcément par Dark Horse et inversement, et quand finalement il y a quelques années tout le système de production de Lucasfilm s'est retrouvé racheté par Disney. Là, c'est Disney qui est devenu le seul maître à bord et qui a décidé lui-même, pour des raisons économiques, pour justifier que ses propres productions étaient les bonnes, de dire à partir de maintenant, tout ce qui a été fait avant, ce n'est plus canon. Ce qu'on fera désormais maintenant, ce sera les seuls éléments qui le seront, en tout cas pour les adaptations de comic books. Et là, et pareil pour les livres. Et pareil pour les livres. Et là, c'est retombé dans le giron de Marvel parce que Marvel, en fait, appartient à Disney. Et donc, en fait, vous voyez que vous avez toute une période qui est Dark Horse, qui est supprimée non pas parce que les gens ne se le sont pas appropriés, non pas parce que Lucas a dit non, ça ne compte pas. Non, c'est juste parce que, pour des raisons économiques, Disney a préféré fermer la parenthèse et dire c'est pas nous qui l'avons produit, donc ça compte pas. Alors en plus, il faut ajouter qu'il y a des trucs qui avaient été déjà faits, que parfois, de manière un peu flemmarde, ils vont reprendre des éléments qui existaient déjà dans l'univers étendu. Par exemple, très bon exemple, la jeunesse de Han Solo, qui avait été déjà l'objet d'une trilogie en livre, et qu'ils ont repris des éléments comme ça, ils ont pioché pour faire leur Han Solo, qui n'était pas scandaleux, mais qui n'était pas très intéressant pour un Star Wars. Sans parler de Thrones, voilà. Qui a été récupéré, c'est dans Star Wars Rebels, c'est ça oui. Qu'il a été récupéré. Voilà. Voilà, donc après, faut bien comprendre, parce que je l'ai déjà dit, je le redis. En fait, l'univers étendu de Star Wars, la question du canon, on s'en foutait quand on lisait. On se demandait pas est-ce que ça c'est officiel. On se demandait est-ce que l'histoire est cool. Voilà, on se demandait est-ce que c'est bien écrit. Alors là, souvent la réponse était non. Il y avait quand même quelques perles au milieu. Est-ce que l'histoire elle est intéressante? Est-ce qu'elle amène des choses nouvelles par rapport à la mythologie? Il y a toute cette histoire de Jedi gris qui arrive sur la fin qui est extrêmement intéressante. Est-ce qu'il y a des personnages forts? Est-ce qu'il y a des personnages nouveaux? Est-ce qu'il y a une évolution des personnages? Parce que quand même on est sur une saga de 30 ans avec ils font des enfants, ils vieillissent, etc. Il y a de très bons bouquins avec Han Solo vieillissant devenu alcoolique parce que Chewbacca est mort. Voilà, faut quand même le dire. Et en fait, on se demandait jamais, enfin moi à 15 ans, je me demandais pas est-ce que c'est canon, pas canon, juste est-ce que ça m'a plu. Et en fait, tous ces débats qu'il y a sur le canon ou pas, finalement, me passent assez au-dessus. C'est comme quand je regarde, et tu savais qu'en parlant de Star Wars Univers étendu, on allait lui taper dessus. C'est comme quand je regarde la vidéo de Michael J. En fait, je ne vois pas l'intérêt, à part qui n'a pas compris en fait ce qu'était l'univers étendu, et qu'il y a vraiment cette obsession de la cohérence, mais de la cohérence que nous on juge cohérent, parce que ça c'est un autre problème aussi. C'est-à-dire que ce qu'on dit cohérent en fait, c'est est-ce qu'il y a une logique
des personnages, des événements, de l'action, etc. Mais le problème, c'est qu'il y a la logique interne à l'œuvre, et il y a notre propre logique à nous aussi. Et je trouve que de plus en plus, l'œuvre n'appartient plus aux auteurs, mais plutôt à un public qui décrète qu'est-ce qui est cohérent, qu'est-ce qui n'est pas cohérent, qu'est-ce qui est logique ou pas logique. Et du coup, on avait déjà évoqué quand Michael J. se moque du fait que Luke a un clone qui s'appelle Luke, avec deux U, et que en fait, toi, nous on sait que c'est dans la saga de la croisade noire du Jedi fou, on a juste envie d'étouffer des chatons, parce que nous on sait ce qu'il y a derrière, on sait que c'est un des récits les plus intéressants qui a été créé par l'univers étendu, et c'est juste se moquer pour se moquer, alors que finalement il n'a pas l'air de le connaître, à part les dessins animés. Ouais. Et en plus, dans ce cas-là, on va pas retaper trop longtemps sur Michael J parce que on l'a déjà fait, mais c'est bien d'achever le cadavre. Ce qui est symptomatique, en fait, dans ce cas-là, c'est que lui a souvent tendance à reprocher à ceux qu'il appelle les fanboys d'être justement des gardiens du temple, d'être trop obsédés par la cohérence, la continuité, etc. Mais parce que c'est leur vision de la cohérence. Et lui, il a la sienne, et encore une fois, on retombe sur ce qu'on disait précédemment, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des questions limite presque d'ordre social. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des questions de socialisation autour de ça. Dans la vision que je peux avoir de la continuité de Star Wars, de la cohérence de Star Wars, et donc du canon de Star Wars, cette vision, je vais sans doute la partager avec d'autres personnes, et j'ai besoin de ça, et donc on va se construire une sorte de muraille en tant que groupe, unifié, et on va rejeter les autres. Il y aurait quand même une question à se poser, est-ce que finalement il n'y aurait pas une socialisation plus intéressante à faire, à débattre entre personnes qui ont des vues différentes, plutôt que de chercher à dire qu'en gros il y a des bons fans et il y a des mauvais fans, parce qu'en fait Michael J fait exactement la même chose, ce qu'il reproche il le fait finalement lui-même. Et c'était un des problèmes, peut-être qu'on n'avait pas été assez clair là-dessus l'autre fois, mais c'était un des problèmes qu'on soulevait. C'est-à-dire, en fait, on ne peut pas reprocher à d'autres personnes ce qu'on va faire soi-même. Et finalement, si on reprend l'exemple de Game of Thrones, ce que tu avais dit qui est intéressant, c'est la construction collective que peut générer une communauté de fans derrière, qui se mettent tous d'accord pour essayer de voir les éléments qui vont dans le sens que effectivement Jon Snow est le fils de Rhaegar et de Lyanna. Ça c'est intéressant, ça demande une concertation, ça demande de la construction et forcément ça sociabilise. Mais il faut pas entrer dans des comportements fermés ou fanatiques, c'est-à-dire de pas se dire j'ai la science de cet univers-là, j'ai raison et vous avez tort. C'est ça. Ce qui me permet allez hop, salut Durandal de nous amener à un autre par exemple, je parlais de la cohérence comme critère esthétique. Et en fait, quand je regarde des mecs un peu connus, exactement comme notre Durandal bien aimé, j'ai l'impression qu'à chaque fois, quand ils décident de s'attaquer à une saga dans ces pourquoi vous avez tort et pourquoi j'ai raison ou vous avez tort, j'ai dit dans le mauvais ordre, il fait oui, c'est pas cohérent par rapport à la saga. Quand tu prends différents films d'un même univers, mais avec des réalisateurs différents, avec des sensibilités différentes, faut que tu t'avoues qu'il va y avoir forcément des incohérences à un moment. Et moi, ce qui me choque, c'est par exemple, là j'ai revu, pour les besoins de mon club cinéma, ce qu'il avait fait sur Batman Returns. C'est d'une bêtise affolante. Je dis pas qu'il est bête, mais ce qu'il dit est d'une bêtise. Hein. Je rappelle que j'attaque les propos, pas la personne. Mais quand il dit oui, alors il fait complètement fi du truc esthétique propre à Burton, fait pas trop d'analyse, il dit j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Bon, c'est des critères subjectifs. Pour quelqu'un qui se prétend donner des arguments objectifs, voilà. Et Batman tue dans cet épisode. Alors toi, spécialiste de comics, peux-tu me dire en quoi c'est choquant ? Oui, alors, petit rappel. Batman est créé en 1939. Au départ, Batman est équipé d'une arme à feu. Il tue pendant à peu près une dizaine d'épisodes, quasiment, enfin pas tout à fait un an. Rapidement, l'éditeur... Vous savez qu'il parle d'un serial killer. C'est ça. Mais en gros, il tue ses ennemis. Dans le tout premier épisode, la toute première aventure publiée donc, dans Detective Comics, au passage, Detective Comics, c'est ce qui a donné par la suite le nom de DC Comics. DC, c'est Detective Comics.
Voilà, c'était la petite anecdote. Dans le premier épisode où Batman apparaît, l'épisode se termine, il arrête des cambrioleurs d'une usine de produits chimiques. Il y a un personnage qui tombe dans une cuve. Alors avant que vous vous posiez la question, ce n'est pas le Joker. Non, le Joker n'est pas le premier ennemi qu'affronte Batman, c'est juste des petits gredins comme ça. Mais il tombe quand même dans une cuve. Il tombe dans une cuve et il meurt, à la différence du Joker. Là, le personnage meurt dans la cuve. Il y a un policier derrière Batman qui dit « Oh là là, quand même, on aurait pu estimer une meilleure fin que ça. » Et Batman répond « Bah non, en fait, il le méritait, c'est très bien. Ça fait une ordure de moins. » Donc, au départ, il faut avoir quand même ça en tête, au départ, Batman applique une justice assez expéditive, un peu à la Judge Dredd, avant l'heure. Ce qui fait que, par la suite, on supprime l'arme à feu, c'est parce que l'éditeur, justement, trouve que le personnage est trop sombre. Le personnage, au départ, est moins un super-héros qu'un personnage de pulp. Et c'est du fait du succès en parallèle de Superman chez le même éditeur, et du fait de l'apparition d'autres super-héros chez d'autres éditeurs qui pop, qu'on veut lui donner un côté un peu plus brillant. Et c'est pour ça que rapidement, on lui adjoint Robin, parce qu'en fait, à chaque fois que Batman était tout seul, les histoires étaient profondément déprimantes. C'était de l'adaptation de films noirs, mais en comic book. Vraiment, Batman, une de ses plus grosses inspirations, c'était le pulp, l'ouvrage de littérature, l'ensemble de récits consacrés à The Shadow, qui était un peu le même genre de personnage, et qui lui a des armes à feu et tue, il n'y a aucun problème avec ça. Et donc Batman était vraiment inspiré de ça. Et c'est dans un second temps qu'il commence à arrêter d'employer les armes à feu, et donc il faut qu'on justifie scénaristiquement le choix éditorial. Et c'est pour ça qu'on dit non, il était marqué, traumatisé par le meurtre de ses parents, donc il ne peut pas tuer à son tour. Pas du tout, hein. Au départ, il n'hésitait pas à le faire, justement. Il disait qu'il fallait éliminer les meurtriers, donc il n'hésitait pas. Alors au-delà de Batman, hein, il y a aussi un moment, il parle aussi d'Harry Potter et de la saga de films, hein, pas des livres. Et il reproche au troisième film, Le Prisonnier d'Azkaban, de ne pas être cohérent graphiquement et de ne pas être cohérent avec des éléments posés dans le 2. Manque de bol, c'est que, après c'est mon avis personnel, mais selon moi, le 1 et le 2 sont d'une platitude cinématographique absolue. C'est niais, c'est du Chris Columbus, vraiment puissance magique totale. Et derrière, il y a un Alfonso Cuarón qui arrive, qui te fait des plans de caméra assez fous, qui te met une ambiance, qui fait référence au film gothique, etc. Et qui fait le meilleur, d'un point de vue cinématographique, hein, le meilleur film Harry Potter. Ah bah non, parce que ça cadre pas avec ce qui a été fait avant, et voilà, ça détonne par rapport au reste. Bon bah voilà, là on est vraiment dans cette question de est-ce que je juge une œuvre uniquement si elle est cohérente scénaristiquement et graphiquement par rapport au reste de l'univers auquel elle appartient, ou bien est-ce que je peux pas aussi un peu parfois me détacher de ça et me demander est-ce que je viens de vous regarder un truc sympa. Et puis surtout, ce qui est assez marrant, c'est qu'en comparaison, ils trouvent que par exemple la série de films Alien a davantage de cohérence, alors que sur les 4 finalement films de la tétralogie, sans rajouter les extensions qu'a fait par la suite Ridley Scott, au départ les 4 films de la tétralogie, alors oui, sans parler de cela non plus, 4 films Alien différents, 4 réalisateurs différents, 4 approches différentes. Et en fait, c'est quelque chose que j'aurais voulu rajouter sur Batman, mais en fait on va faire le parallèle. La question de savoir est-ce que Batman tue ou il ne tue pas, en fait c'est plus qu'est-ce que ça nous apporte, qu'est-ce que ça apporte d'intéressant au personnage, le fait de ne pas tuer. Ça a été correctement justifié scénaristiquement. Peu importe si c'est l'éditeur qui l'a choisi. Ça a été correctement justifié scénaristiquement, ça apporte quelque chose, ça donne une dimension. Maintenant, si dans les adaptations cinématographiques, Batman tue, et que là aussi, c'est bien justifié, et que ça apporte quelque chose, ou que ça le marque, parce que Batman, qui n'est pas censé tuer, qui finalement se retrouve à tuer, peut être marqué par ça. Et du côté des films de Burton, en fait, on a un Batman qui est quand même assez déprimé. Donc, est-ce que finalement, ça ne se justifie pas, cette approche-là? On pourrait dire la même chose avec Snyder, Batman vs Superman.
Ils ont commencé, il y a des gens qui sur YouTube ont fait la liste du nombre de personnes que Batman a tué dans cet épisode-là, mais ça se justifie par la vision du Batman qui a été marqué, a vu Robin se faire tuer par le Joker, a eu différentes expériences, Gotham qui a été détruite par l'invasion des Kryptoniens, enfin, c'est quand même quelqu'un qui a enchaîné les problèmes et pas juste le meurtre de ses parents quand il était enfant, et il est dans une situation d'extrême détresse, donc sa morale subit une grosse fluctuation. Et en plus, dans le film, il se recadre à un moment. Donc en fait, tout dépend comment on l'amène. Et donc, tous les positionnements peuvent être intéressants à partir du moment où c'est justifié. Enfin, il y a une logique. Tant pis si c'est pas forcément parfaitement cohérent avec tout ce qui a été fait avant, mais si ça se justifie par l'histoire, par la mise en scène, par les dessins si c'est dans un comics, par la qualité littéraire si c'est dans un ouvrage, si c'est mis en avant et que ça se justifie par l'histoire, bah pourquoi pas, après tout, si juste on prend du plaisir à le lire ou à le regarder, est-ce que c'est pas suffisant? Et finalement, en fait, il faut peut-être aussi se départir de cette attitude que le public doit avoir ce qu'il veut. Après, bon, c'est le principe de la consommation, hein, c'est le principe de notre société. On veut ce que l'on attend. Mais justement, c'est comme ça que tu arrives après avec des trucs qui sont complètement formatés, qui dépassent pas du cadre et qui proposent finalement rien de très foufou, rien d'original. Parce que ça correspond aux attentes du spectateur. Bon, sauf quand c'est Ridley Scott qui le fait. Du coup, on peut peut-être résoudre la dernière question qu'on se posait, à savoir, est-ce que finalement, on avait discuté de ça avant de lancer le podcast, mais est-ce que finalement, la question du canon ne serait-elle pas un petit peu vaine? Alors, je pense que nous on est tous les deux d'accord, la réponse c'est oui. Totalement Alors surtout oui. que l'idée de canon rejoint, c'est un mot qui est d'origine religieuse comme on l'a déjà dit, ça rejoint l'idée qu'il y aurait des gardiens du temple, des gens qui auraient le savoir, la science, qui auraient une connaissance quasi mystique, divine et incontestable d'une œuvre, Sauf que, comme dans la religion, ça relève de la croyance. sauf que ça relève de la croyance. Donc ce que je crois être cohérent ou pas, canon ou pas. Et finalement, ben, ça amène un débat qui souvent tourne en rond, parce que, comme le dit très bien Schopenhauer, hein, nous aimons avoir raison et nous n'aimons pas avoir raison. Ça blesse notre ego, ça blesse notre vanité naturelle, et du coup on s'accroche à nos croyances, à ce que nous on juge canon ou pas canon, qu'importe que l'éditeur, l'auteur ait dit que c'était canon ou pas, finalement, ça c'est limite secondaire. Bon, c'est toujours triste de voir un réalisateur ou un auteur se saboter lui-même, encore coucou Ridley, mais finalement, on s'en cogne un peu, finalement. Est-ce qu'on a regardé une belle œuvre? Est-ce que c'était esthétiquement intéressant? Est-ce que c'était une histoire intéressante avec des personnages forts? Est-ce qu'on a juste pris du plaisir en le lisant ou en regardant? Voilà. Et cette question de canon, pas canon, pour moi, c'est une question d'ego, finalement. C'est une question d'ego parce que tu défends ta vision de l'œuvre en voulant l'imposer aux autres. Donc je pense qu'on va pouvoir quasiment conclure là-dessus, à ceci près que ce serait bien d'éviter d'utiliser à tort et à travers ce terme de canon, alors, qui a été récemment repopularisé, qui peut avoir son intérêt. Après, maintenant, il faut quand même garder en tête qu'au départ, c'est quand même une origine religieuse, mais surtout, quitte à l'utiliser, il faut essayer de le faire avec parcimonie, mais quitte à l'utiliser, au moins le faire correctement, et ne pas employer le terme comme si c'était un terme anglo-saxon, alors qu'il vient du latin médiéval, hérité lui-même du grec ancien. Je fais un petit coucou au youtubeur Goji, qui fait des reviews de One Piece, et qui emploie régulièrement l'expression pour dire « ce personnage est canon ». Non, c'est pas une marque d'appareil de photographie. Ça se dit bien canon. Alors, il y en a un qui l'a très bien compris, le terme de canon, hein, c'est justement fait qu'il a repopularisé, parce qu'il a compris tout le vocabulaire religieux avec, parce que on a quand même le chef Otaku qui, lui, est parti faire cette histoire de canon, c'est pas canon, et qui maintenant se fait surnommer l'oracle cosmique, donc oracle qui est pareil un terme religieux, qui
désigner donc ces personnes dans la Grèce antique qui avaient un accès direct au divin et qui pouvaient prophétiser ce qui allait se passer. On fait des dons à l'oracle, Exactement. à sa sainte parole. Il y a toute une iconisation autour de lui sur ça. Et on remarque que les gens, les fanboys, les fameux, autour de lui, se comportent un peu comme des disciples. Mot qu'il utilise lui-même. Oui, oui. On le voit notamment dans des vidéos, enfin, dans les commentaires de vidéos d'autres vidéastes où il n'hésite pas à arriver en masse et à porter la sainte parole de l'oracle cosmique pour lui dire oh, vous voyez, vous aviez tort, c'était le chef Otaku qui avait raison. Et là. Et le problème, c'est que, bon, on avait envie d'en parler un peu quand même, du coup. Complètement. Voilà, on fait une petite digression de ça. Le problème, c'est que ce comportement-là, pour moi, c'est un peu grave quand il s'attaque à des sujets qu'il ne maîtrise absolument pas, où il donne son avis, où il a un public assez jeune, qui boit ses paroles, parce que sa parole est devenue parole d'évangile. Et quand il s'attaque à des sujets, par exemple, tout ce qui a trait le machisme dans les mangas, etc., par rapport à Angry Wife, voilà, il dit beaucoup de conneries quand même. Il dit énormément de conneries. Mais il le justifie, alors ça c'est très intéressant d'ailleurs, là aussi en termes de vocabulaire, il le justifie en disant oui mais moi j'ai pas besoin d'aller me renseigner davantage, je le fais pour la passion. La passion au départ c'est un terme là aussi religieux, ça désigne le fait d'avoir supporté de la souffrance et c'est un terme qu'on associe au Christ par rapport, enfin pour ceux qui sont chrétiens, par rapport à Jésus, le martyre qu'il aurait subi, on appelle ça la passion du Christ. D'ailleurs, il y avait un film de Mel Gibson qui s'appelait comme ça. Et c'est quand même assez intéressant de voir tout le vocabulaire qu'il utilise, sans parler des vidéos qu'il fait des fois où il raconte sa jeunesse, il raconte son histoire quand il était à l'école ou au collège en la fantasmant, un peu à la manière des hagiographies qu'on faisait au Moyen-Âge, c'est-à-dire les récits qu'on faisait pour raconter les miracles des saints. Et systématiquement, chacune de ces histoires qu'il raconte se solde par une espèce de miracle. Genre, je me souviens qu'il y avait une vidéo où il avait dit oui, j'ai fait une punchline devant un prof de sport et ça lui aurait rabattu le caquet, et c'est que ça tient quasiment du miracle. Et donc il y a quelque chose derrière de très religieux, de très christique. Et effectivement, par contre, le problème, c'est que pour lui, ça justifie tout et n'importe quoi, notamment effectivement ce qu'il ne maîtrise pas. Voilà, et le problème, parce qu'en fait, on dit que c'est des sujets qu'il ne maîtrise pas, mais on pense, on est certain, et on a fait partie des premiers à le suivre, hein, je pense depuis le début, on sait que c'est un mec qui est extrêmement intelligent, qui comprend, qui a une compréhension très intuitive des œuvres, de comment ça se passe, etc. Et qui, s'il le souhaite, peut avoir une compréhension fine. Mais qui parfois ne le souhaite pas. Il veut aller à la facilité. Voilà. Et du coup, après, c'est peut-être ce moment-là où il a dérapé à partir du moment où c'est l'histoire de canon, pas canon. De manière très cynique, il a vu qu'il y avait des vues à faire. Du coup, il s'engouffrait. Et après, il s'engouffrait dans tous les types de vidéos où il sentait qu'il allait pouvoir faire des vues. Et voilà, et ça amène à des débordements ou à des affirmations qui... Waouh, quoi. Ça fait mal. Oui, et puis surtout, c'est un peu gratuit pour le pauvre Angry Wife qui n'a jamais, enfin dans ses vidéos en tout cas, c'est peut-être différent sur Twitter, mais dans ses vidéos, n'a jamais rien dit de particulièrement violent. Sur Twitter, il est assez poli quand même aussi, quoi. Je le suis un peu. Il a dit le problème avec le chef Otaku, il a dit attention, c'est pas un clash, etc. C'est les disciples qui ont notifié le truc. Lui, il a senti qu'il y avait du beurre à faire ça. Hein, je rappelle qu'il a intervenu plusieurs fois dans des grands dramas YouTube uniquement pour faire pour faire des sous. Et il l'assume. Il assume, il dit je veux ma part du gâteau. Et le problème, c'est que comme c'est l'oracle, comme c'est pour la passion, et ça excuse absolument tous les comportements ou tous les trucs. Et au bout d'un moment, ça me gêne. Et alors, il va nous dire, vous critiquez, mais moi, au moins un jour j'ai été bon. Oui, comme il l'a déjà fait avec les irréductibles. Voilà. On a le droit aussi d'émettre une critique sur un travail qui est mis sur une chaîne publique, en tout cas sur une plateforme publique,
et de dire que bah oui, c'était quand même mieux avant, parce qu'avant, il y avait des sujets plus construits. Après, qui veut faire de l'argent, ok, mais le problème, c'est que derrière, il y a un peu de mégalomanie qui s'est mêlée au truc, quoi. Avant, la mégalomanie était un peu surjouée, maintenant, tu te demandes si... Oui, c'est-à-dire que les vidéos où il se rend au Japon, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir qu'il est en train de manger, de se faire un McDo dans les couloirs du métro ou qu'il vient d'aller aux toilettes et donc d'ailleurs la vidéo des Irréductibles était très drôle là-dessus. Bon, bref. Ouais. Bon, bah, on va conclure sur cette question du canon. Bah, grosso modo, ce qu'on a dit, c'est que ça dégrade la qualité des débats autour de la pop culture, selon moi. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on est sur des guerres de chapelle, pour essayer de faire un vocabulaire religieux. Ah, mais c'est exactement ça. On est sur des guerres de chapelle, et finalement, plus personne ne s'écoute, plus personne n'échange sur les qualités intrinsèques des œuvres, plus personne n'est prêt à écouter l'autre parce que tout le monde s'accroche à sa petite vision égocentrique ou à la vision de son groupe par rapport à qu'est-ce que devrait être une œuvre. Et ça devient presque une justification pour ne pas aller dans le sens de l'analyse. Oui, carrément. On peut rester superficiel, en surface, c'est suffisant parce que justement on est dans la croyance. On n'a pas besoin d'aller gratter un petit peu, d'aller travailler un petit peu. Ce qui est assez amusant, c'est que parmi ceux qu'on a cités depuis tout à l'heure, qui ont des grosses communautés et qui ont justement des disciples, eh ben on peut constater que justement, on parlait de Chef Otaku, mais c'est pas le seul. Hein. On fera sans doute une vidéo consacrée à Captain Popcorn. Mais moi je peux dire que Captain Popcorn, je le suivais quand il était déjà sur une chaîne précédente qui s'appelait The Grand Test. Je trouvais qu'il faisait des choses très intéressantes en termes d'analyse, notamment sur Game of Thrones. Et une fois qu'il est passé sur sa propre chaîne, qu'il a commencé à être massivement suivi, c'est passé. Il a fait des choses qui étaient minimalistes. Et de l'analyse, c'est en il est pilote passé. Automatique. Hein. Voilà, c'est ça. La chaîne est en pilote automatique. Hein. Après, si vous aimez regarder les résumés de 20 épisodes, les résumés de 20 minutes avec de temps en temps un commentaire sur ah, ça c'est joli, ça c'est bien, ça j'ai pas aimé, ça c'est stupide, et que c'est appelé analyse, tant mieux pour vous. Mais c'est pas de l'analyse. Bon, après, je lui reconnais quand même une bonne blague. Celle de Arya sur sa tyrolienne pour aller tuer le roi de la nuit. J'avoue que j'ai eu mon petit sourire à ce moment-là. Ouais. Bon, je pense qu'on va conclure. Alors, le prochain professeur Dramax, il va parler de quoi? Ça, c'est une bonne question. Ah, nous avons beaucoup de sujets, notamment certains qui nous ont été soumis. Enfin, il y en a un en particulier qui nous a été soumis en commentaire dans une précédente vidéo, donc on vous le précise, parce qu'on n'a pas beaucoup de commentaires, on va pas se le cacher, on vous le précise, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à nous proposer des thématiques sur lesquelles vous voudriez qu'on échange éventuellement, parce que là on en a une en préparation, celle sur le canon, on l'avait sous le coude depuis un petit moment, on voulait le faire, et c'est quelque chose qui se fait assez facilement parce qu'on avait beaucoup de billes. Mais quelqu'un nous a demandé en commentaire de travailler sur les questions autour du YouTube politique. Et ça, c'est quelque chose qui va venir. Il nous a fallu un petit peu de temps pour amasser des vues là-dessus. Donc, alors, c'est Hipstory qui s'est sacrifié essentiellement. Oui, je me suis tapé des heures et des heures, mais littéralement, hein, vraiment des heures de Greg Tabibian, de Tatiana Ventose. Donc, on va faire quelque chose là-dessus. On a aussi prévu de travailler sur une autre tendance qui est liée à la question de la politique, mais autour de la tendance de la psychologie positive, développement personnel, du développement personnel, mais avec des conséquences derrière justement politiques. Et on va s'appuyer notamment sur un ouvrage qui s'intitule Apicratie d'Ila Illouz. D'Eva Illouz, et qui est coécrit avec un autre, mais là je l'ai pas sous la main. Bref, un bouquin fait à 4 mains qui explique les ravages de la psychologie positive dans le monde du travail, dans notre vie de tous les jours, et montrer que cette psychologie positive qu'on vous vend, ce développement personnel, cet épanouissement et ces injonctions au bonheur, elles sont à la fois mortifères du point de vue de l'individu, mais aussi socialement. Et qu'en fait, le lien avec la politique, c'est qu'elles sont notamment au service d'une idéologie libéraliste et capitaliste. Voilà. Mais celle-là, on est plus proche que l'autre finalement, en termes de boulot. Bon, même si là pour le coup, c'est moi qui ai lu le bouquin.
Bon, ouais. J'ai lu Ouais, une partie oui, de l'ouvrage. ouais. Mais du coup, de toute façon, on verra. En tout cas, voilà, les deux vers lesquels on tend, ce sera ceux-là. On verra pour lesquels on est prêt, parce que du coup, moi, ça va m'obliger à m'envoyer du YouTube politique. Et je sens que ça va me faire très, 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 très mal. Mais il est probable aussi que dans le YouTube politique, on continue par, Il y aurait par plusieurs la épisodes. suite. Voilà, que ça ne va pas se limiter à un seul. Il y en a déjà un qu'on a d'ores et déjà prévu, plus ou moins deux, puisque comme on vous dit, la psychologie positive, le développement personnel, ça va être aussi quand même plus ou moins lié. Et derrière, il y aura d'autres choses qui arriveront, sans doute autour alors, de la fachosphère, ou en tout cas du YouTube réactionnaire. Et également, sans doute aussi, peut-être, mais alors ça va nous demander aussi un peu de travail, autour de tous ces jeunes youtubeurs, élèves ou anciens élèves de Sciences Po, qui du coup estiment avoir un avantage comparatif sur le domaine politique, alors que parfois on peut se poser la question. Alors, ce qui serait intéressant aussi, et là j'y suis en train d'y penser, ce serait aussi faire une petite vidéo sur les grands tartuffes les grands intellectuels tartuffes du moment médiatique. Alors, Michel Onfray. Alors Michel Onfray, j'avais fait un vœu pieux, c'était de faire une vidéo sur lui, mais ça demande à ce que je le lise. Et c'est compliqué. Et c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on a Parce qu'en récemment regardant une lu... vidéo, tu peux faire autre chose. Oui. C'est-à-dire qu'on a lu récemment du Michel Onfray, mais on est passé surtout par des articles. C'est vrai que lire un ouvrage de Michel Onfray, quand on voit... J'en ai un en réserve. Hein. Quand ils sont en réserve pour les lire. Hein. Quand on voit les difficultés déjà qu'on a eu à subir, parce que c'est vraiment le terme, ces articles, un ouvrage en entier, ça va être... Mais t'inquiète pas, il n'y aura pas que du Michel Onfray là. Il y aura pas que du Il y a Michel un nouveau Onfray. challenger là, il y a Vincent Cespedes, lui ça fait longtemps que je l'ai sous le coude aussi. Tu verras, lui c'est un bon. Bref, il y aurait un truc à faire sur ça aussi, du coup on a plein de sujets, mais même si on a plein de sujets, vous n'hésitez pas à proposer, hein, parce que cette proposition qui nous a été faite, ça nous a bien aiguillé. Oui, c'était une excellente idée d'ailleurs. Donc on remercie la personne qui nous a proposé. N'hésitez pas à faire encore d'autres commentaires. Si vous mettez un pouce rouge, parce que hier on a eu des pouces rouges sur la vidéo de Michael G. Et j'ai aussi eu un autre pouce rouge à un moment sur une vidéo Avec Captain Popcorn. avec Captain Popcorn. Je sais pas si c'est pour ça, mais expliquez. Nous, ça nous dérange pas. On vous répondra cordialement, si vous le faites cordialement. Si vous le faites pas cordialement, on sera moins sympa. cordiaux. Mais on va essayer quand même de se tenir, voilà, qu'il y a un dialogue. Mais si vous mettez un pouce rouge, expliquez-nous. Est-ce que c'est parce qu'on a un son pourri? Est-ce qu'on a un montage pourri? Est-ce que vous n'avez pas ce qu'on dit? Parce qu'en fait, on ne sait pas. Et du coup, comme on est une petite chaîne, on pense qu'on va le rester, hein, on n'a pas trop d'illusions, bah, venez nous parler, on n'est pas méchants. Mais surtout que, comme on l'a dit tout à l'heure, on est ouvert à l'échange. Enfin, le but, c'est pas de faire de la guerre de chapelle non plus. On peut admettre. Alors après, peut-être que ça ne nous convaincra pas. Peut-être que nous-mêmes, on ne vous convaincra pas en retour. Mais rien ne nous empêche de discuter là-dessus. À ce propos, par rapport à la vidéo de Michael J, il y avait quelqu'un qui avait mis un très long commentaire. Sans doute une des personnes qui a mis un pouce rouge. Nous l'avons lu. J'étais en train de lui répondre et pour le coup, c'était un pavé. Parce que je prenais vraiment, j'avais voulu prendre du temps de répondre point par point à chacun de ces détails et je pense qu'il avait écouté un peu distraitement le podcast et donc je faisais des renvois notamment à des choses qu'on avait dites pour dire attention, peut-être que vous n'avez pas bien compris là-dessus, etc. Sauf que le temps que je réponde, il avait retiré le commentaire et ma réponse n'a pas pu être publiée. Donc n'hésitez pas, si la personne en question, alors sans doute qu'elle ne nous réécoutera pas, mais si jamais elle était amenée à nous réécouter, qu'elle n'hésite pas à remettre des commentaires, à repréciser. On avait prévu de répondre. Et systématiquement, on répond à tout. Mais on n'a quasiment aucun commentaire. Donc n'hésitez pas à commenter. Voilà. Et bon, vous l'avez peut-être remarqué, parce que quand même, on n'en a pas fait d'audio dessus, peut-être remarqué que la chaîne a changé de nom. Hein, ce n'est plus le professeur Majax, mais Vox Teacher, parce que Hipstery maintenant co-anime cette chaîne avec moi. Nous travaillons dans un rapport totalement horizontal. Hein, je lui donne à manger de temps en temps dans sa cave. Oui, c'est... si vous vous souvenez de la référence qu'on avait faite au début de la vidéo sur Michael J, au déboire de Vox Makers avec Thomas Sirix, en fait on s'est appelé Vox Teachers
un petit peu par rapport à ça notamment. C'était une façon de faire un pied de nez parce que nous sommes deux enseignants et on a un but pédagogique derrière cette chaîne autour des questions de culture populaire, mais il y a quand même un but pédagogique. Et donc, comme je n'arrête pas de lui répéter, il est en train de se transformer en Thomas Majax. Je le fouette. Alors apparemment il y a eu des contestations par rapport à cette histoire quand même, hein. C'est pas totalement réglé d'ailleurs, je précise. Très bien. Donc apparemment eux ils n'ont pas été très propres non plus en termes d'acharnement quoi. Du coup bon ça a l'air assez sale dans tous les sens du terme. Du coup on ne sait pas ce qui s'est passé, mais on va éviter de faire la même chose. Donc vous inquiétez pas, je le nourris bien, hein, c'est le bienvenu sur la chaîne. Vous avez pu peut-être écouter son premier podcast de sa série Sciences surhumaines. Alors est-ce que tu peux nous présenter un peu le principe de l'émission? Le concept, alors du coup, je pense que le titre est assez parlant. L'objectif, vous avez compris si vous avez écouté cette vidéo, si vous avez écouté celle aussi sur Michael J, que je suis très intéressé depuis très longtemps par l'univers des comic books, en particulier les comic books de super-héros. Et donc l'idée, c'est de travailler sur tout ce qui concerne les sciences humaines, économie, sociologie, philosophie, histoire, géographie, psychologie, ethnologie, je ne vais pas faire toute la liste, mais il y en a beaucoup, et faire ça à travers des comic books. C'est parce que souvent ils portent des concepts, un peu à la manière de ce que fait le professeur Majax, à partir par exemple de films où il essaie de retrouver des éléments propres à des auteurs ou propres à des théories en philosophie. Moi j'essaie de retrouver des concepts. Donc la première vidéo portait sur la question de Obama et de Spider-Man, Miles Morales. Est-ce que c'est le Spider-Man de la génération Obama? C'était en deux parties. Il y a eu le premier épisode, donc la première partie qui a été publiée. D'ici ces prochains jours, normalement, la deuxième partie devrait arriver avec une approche beaucoup plus centrée sur la sociologie et l'économie, avec des vrais morceaux de Durkheim, Keynes et Hayek dans le texte. Donc si vous êtes en terminale ES ou si vous êtes en enseignement de spécialité sciences économiques et sociales, n'hésitez pas à écouter. Si vous êtes dans le supérieur, n'hésitez pas à écouter aussi. Si vous n'êtes dans rien, vous êtes des auditeurs occasionnels, n'hésitez pas non plus. Et tu as un autre format en réserve. Peux-tu nous en dire un peu plus, histoire d'appâter le chaland? On va essayer d'appâter le chaland. En fait, donc, moi, au départ, même si j'ai eu une formation dans le supérieur où j'ai touché à différentes sciences humaines, je suis quand même plutôt spécialisé sur les questions d'histoire et de géographie, puisque c'est ce que j'enseigne. Et donc, je vais me centrer sur l'histoire, et notamment sur la méthode que l'on applique en histoire. Et pour cela, je vais avoir recours, me baser sur un manga que je lis avec régularité, qui est One Piece. C'est un manga du coup très célèbre, très populaire. Alors c'est pas dans le but de faire des vues, c'est qu'en fait One Piece a la particularité d'avoir parmi ses personnages principaux, dans le groupe de personnages principaux, il y a une personne qui est présentée elle-même comme une historienne ou une archéologue. Et donc à travers ça, ça nous permet, à travers plein de choses qu'il y a dans le manga, on peut arriver à retrouver des événements qui sont réellement passés, donc dans l'histoire, non pas de l'univers de One Piece, mais dans le nôtre. Et surtout, ça permet d'alimenter aussi les bases de la démarche, de la méthode historique. Et donc, ça sera centré autour de ça. Du coup, le titre, ce sera One Piece of History, puisque en français, ça signifie un petit morceau d'histoire. Et à chaque épisode, je vous proposerai de lever le voile sur un petit morceau d'histoire. Voilà, très bien. De toute façon, ça risque de faire toujours plus de vues quand même que ce qu'on fait depuis le début. Écoutez, on va vous laisser. Je pense que là, on est à 1h17. On a été court pour une fois. C'est-à-dire qu'on a fait 17 minutes de digression. C'est vrai. Alors sans doute, peut-être qu'en fait, on scindra la vidéo. C'est possible qu'on ouais. Après une heure, ça reste raisonnable, mais on a décidé qu'on vous fera plus les 2 heures. C'est ça, on veut essayer d'arriver vers des professeurs Dramax de 30 à 45 minutes, si c'est possible. En fait, il faut juste que tu parles pas de comics. C'est ça. Sinon, on prend bien 20 minutes dans la vue. Bon, écoutez, on va vous laisser. On vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Suivant le moment où vous écoutez la vidéo, enfin le podcast. Je vous dis philosophiquement et historiquement, bien à vous. Et au revoir.